Alors bonsoir tout le monde, merci d'être là pour notre session Bichère. Alors pour donner quelques mots sur nous, on est Groupe Biz. Groupe Biz, on est un groupement de freelance tech et on a principalement deux volets qu'on propose à nos adhérents freelance. On a un volet administratif dans lequel on va aider la personne à se lancer en indépendant en lui fournissant tous les services administratifs nécessaires. On va aussi créer la société de la personne gratuitement, lui donner les meilleurs conseils possibles. Et ce qu'on fait à côté de cette partie administrative, c'est qu'on propose une communauté tech à nos indépendants. Et dans cette communauté, on va avoir une communauté sur Discord. On a aussi des partenariats avec les cloud providers, ce qui permet aux personnes de passer des certifications et des formations gratuitement, qui est intéressant pour un freelance. Et à côté de ça, on fait de la formation, des talks mensuels comme les sessions Bichère ici. Donc ça, c'est tous les mois, on fait en moyenne 1 ou 2 talks sur des sujets tech, donnés par nos adhérents. Donc voilà, Groupe BIS, c'est un panel de choses comme ça, où vraiment on a un cercle vertueux avec des bons profils regroupés ensemble, et on travaille en direct chez tel ou tel client. Donc voilà, je passe la main à Mourad, notre speaker aujourd'hui. Merci Mourad pour ce sujet très intéressant. Je t'en prie, j'espère que ça vous intéressera et ça vous plaira. Je commence par partager du coup, hop. Donc là, présente. Je ne sais pas si vous voyez. Alors pour le moment, on ne voit pas ton écran. Ah là, c'est bon. Ok. Ok, super. Parfait. Donc là, donc bonjour à tous, bonsoir à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'un outil très sympa qu'on utilise chez pas mal de clients et qui, voilà, comme le titre vous l'a dit, enfin, nous, les contributeurs sur le projet, on pense que ça peut vous aider sur notamment tout le domaine de la data ingénierie. Donc, c'est Star Lake. Mais avant, Mourad, qui est Mourad? Mourad, il fait partie de Groupe Biz et il est contributeur Star Lake avec plus une spécialité qui s'est bâtie sur les dernières années sur l'environnement GCP et avec une appétence sur tout l'aspect infrastructure, architecture, DevOps, ce qui permet de notamment pour la partie data, d'être un peu multicasquette, que ce soit en termes de data ingénierie, en termes d'analytics engineering ou de data platform engineer. Et tout ça en utilisant Star Lake. Et donc, du coup, c'est quoi Star Lake? Star Lake, c'est un projet... attendez, hop là, voilà. C'est un projet qui est né il y a il y a quelques années. La réflexion a commencé en 2016, où on a commencé le shift vers la data. On a commencé en 2016 à prendre des projets en forfait pour monter des data lake group. Et très vite, on s'est rendu compte de pas mal de choses. On s'est rendu compte que l'écosystème de la data n'était pas mature, les outils étaient fragmentés et la configuration n'était pas forcément très intuitive. C'était complexe, beaucoup de programmation impérative. Là, maintenant, c'était difficile. Et surtout, il y avait un manque d'approche unifiée, notamment pour toutes les phases de delivery d'un projet data, à savoir l'extraction, le chargement, la transformation, comment s'assurer que tout ça fonctionne bien, donc la partie test unitaire, et la partie orchestration qui, donc à l'époque, c'était les premiers prémices de Airflow et c'était pas franchement commode avec d'autres outils comme Oozie. Donc c'était vraiment donc plein de difficultés, plein de défis qu'on a rencontrés d'ailleurs qu'on a relevé à bras le corps, mais ça nous a donné notamment des idées et une vision de ce que pourrait être cet outil
dans ce contexte data. Et donc, nous, on voyait plutôt ce qui nous manquait, c'est d'avoir un outil qui accélère la mise à disposition des données, que ça ne soit pas un frein, mais plutôt un enabler qui facilite la chose. Une solution intégrée couvrant toutes les phases dont on vient de parler. Une approche déclarative. À l'époque, on commençait déjà à avoir une appétence pour cette approche déclarative qui a eu du succès après Terraform, des outils comme Terraform par exemple, dans le mode DevOps. Mais déjà, on se disait qu'au lieu d'avoir une approche avec une écriture impérative, c'est bien d'avoir une approche déclarative unifiée sur toutes les phases, puisque que ce soit pour le load, pour le transform, pour l'orchestration, on a besoin de définir la stratégie d'écriture, quand lancer les traitements, est-ce qu'on va écrire d'une manière partitionnée ou pas, comment définir notre fraîcheur de données, qui a accès à quoi, comment. Donc ça, on s'est rendu compte qu'il fallait unifier tout ça. Bien sûr, sans compromis par rapport à l'accessibilité, à l'efficacité du produit en lui-même. C'est-à-dire que il fallait qu'on ait un outil qui nous aide et qui soit donc dans notre pratique quotidienne. En tant qu'ingénieur informaticien, généralement, on aime bien les terminaux parce que ça nous permet d'aller plus vite, mais surtout parce que ça permet de faire de l'automatisation. En même temps, comment allier tout ça avec une interface d'échange intuitive pour tout le public qui n'est pas techos, quoi, avec qui on a besoin d'échanger, notamment les business analysts, le client, pour leur dire voilà, on a implémenté tel et tel pipeline et qu'ils le comprennent. D'où cette idée d'imaginer en même temps quelque chose avec une interface graphique. Forcément, tout se rejoint pour faciliter la collaboration, mais pas que, bien sûr, au moment de l'implémentation, mais pas que, puisque très vite, c'était évident de partir sur un choix d'open source afin d'en faire une force. On croit en l'open source et de développer une communauté là-dessus. Donc, c'est quoi la promesse Star Lake? Donc, comme on vient de le dire, pas de code pour l'ingestion, donc voilà, pas ou très peu de code pour les transformations ou juste ce qu'il faut, typiquement pas plus qu'un select SQL. Tout le reste, il faut qu'il soit géré parce qu'on a remarqué que on pouvait factoriser plein de choses, qu'au final, on se retrouvait à faire les mêmes choses et qu'au final, ce qui était le plus intéressant, c'est de réfléchir à notre select et comment transformer les données. Et surtout, il ne faut pas que l'automatisation des workflows soit un frein. C'est-à-dire que écrire écrire un DAG, écrire du code pour ordonnancer notre traitement, au bout d'un moment, ça devient redondant et il faut que ça soit quelque chose d'automatisable et que ça ne soit pas un frein. Et donc, par rapport à ça, on arrive avec un outil. Encore une fois, je ne sais pas, vous ne le voyez pas, mais voilà. Qui couvre tout le cycle de vie, donc l'extract, le load, le transform, pour tous les data warehouse standards et pour, on va dire, en open source, je comprends l'open source, sur toutes les solutions standards aussi d'orchestration. Donc typiquement Airflow et Dagster. Et pareil, et pourquoi tout ça? Parce que en fait, on a remarqué que le domaine à l'époque, d'ailleurs même en quelque sorte maintenant, le domaine, il manque, on oublie qu'on reste des ingénieurs informaticiens et qu'il faut redonner en gros des pratiques et des techniques d'ingénierie au domaine de la data ingénierie. C'est pas parce qu'on fait de la data qu'il faut pas tester avant de livrer en prod, qu'il faut pas tester sur son poste, qu'il faut taper directement sur la prod, etc. Donc l'idée, c'est de se dire que voilà, on va tester sur une base en local,
DuckDB est arrivé, ça nous a facilité plein de choses. Et après, une fois qu'on a testé, sans rien faire, sans rien modifier, tout se transpile et ça va attaquer donc ça va vers la destination cible. Donc le data warehouse, peu importe le cloud, peu importe le cloud provider, etc. Et ça a été rendu possible par donc des petits goodies techniques, notamment la transpilation de DuckDB vers ces data warehouses-là. Et tout ça pourquoi? Parce que il faut que donc il faut qu'on garantisse cette qualité. Il faut que la définition d'un schéma ne soit pas juste de la doc. Si un schéma est défini, il faut que ça soit un contrat. Il faut que l'outil puisse aussi garantir par l'aspect déclaratif la consistance et qu'on arrive à se concentrer sur une logique de transformation qui gouverne finalement le delivery de la data, mais aussi qu'on puisse en même temps définir, qu'on ait la possibilité de définir ce qu'est la qualité de données, la fraîcheur, toutes les métriques, la disponibilité de la donnée, et qu'on puisse avoir par rapport à notre donnée, qu'est-ce qui cloche en termes de SLA, en termes de respect de contrat par rapport aux consommateurs de nos données. Alors, et du coup, on reste sur un déclaratif end-to-end pipeline. Ce qu'on fait, que ce soit un pipeline qui est inféré directement du SQL ou schedulé manuellement, on le fait, enfin, on le code de la même manière. L'idée, c'est de ne pas rajouter un nouveau langage, de se concentrer sur le SQL, et c'est le SQL qui porte, en plus de l'aspect déclaratif YAML, toutes les dépendances qui font que les mises à jour et la fraîcheur de données se fait dans l'ordre suivant l'ordre de dépendance. Bien sûr, tout ce qui est métrique par rapport à la qualité, tout ce qui est par rapport à l'activité et les métriques de manipulation de nos données, out of the box, ne doivent pas être difficiles à extraire. C'est-à-dire qu'on a imaginé un outil qui offre toute la partie observabilité d'une manière out of the box. Libre à vous après de plugger tous les outils de dashboarding pour faire un suivi des traitements, que ce soit dans la partie extraction, la partie chargement, le load, etc., la transformation, etc. Et donc, voilà. On a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. C'est bon? Désolé Mourad, je ne sais pas qui était cette personne, mais voilà. Il est venu polluer le call, je ne sais pas pourquoi. Mais... D'accord, bon, il n'y a pas de souci. Et donc, bien sûr, ce code, on peut l'exécuter n'importe où, c'est-à-dire qu'il s'exécutera de la même manière sur le poste de travail, sur vos serveurs, que ce soit en prémisse ou dans votre cloud privé, ou compatible avec des services managés dans le cloud. Pour le pricing, dès le départ, on l'a imaginé free, c'est-à-dire que Star Lake s'exécute, peu importe, d'une manière gratuite. Par contre, ce qui sera, donc on est en train d'envisager une partie payante quand ça sera managé chez nos serveurs. C'est-à-dire que quand on offrira un service, après pour le reste, ça reste classique pour l'open source, où on fait des prestations de support, etc. Donc voilà comment on a imaginé cet outil. Après, je ne sais pas vous, mais
place à la démo. Alors, du coup, il faut que je change. Je sais pas, j'imagine que là, vous ne voyez pas. Hop là. Pour le moment, on voit tes slides. Ouais, donc il faut que je coupe le. Et que. Voilà. Hop là. Donc voilà. Là, c'est Alors, bon. Ouais. super. D'accord. Donc là, on est sur un projet qu'on va bootstrapper Star Lake. Donc l'idée, on commence par avoir une structure. Donc là, on va bootstrapper notre projet. Et là, dès le départ, on est sur on va dire sur une logique par convention. On va avoir tout ce dont on a besoin pour l'aspect déclaratif, donc tout ce qui est sous metadata, et tout ce qui va accueillir la donnée. Donc, par exemple, ici, toute la partie incoming. Là où on va recevoir la donnée. Il faut savoir que là, pour la démo, comme je l'ai dit sur la slide précédente, on peut exécuter sur notre poste, mais aussi l'idée, c'est après, via de la CI/CD, déployer ça sur un stockage objet, sur Cloud Storage ou autre, pour la partie Data Lake, donc les dossiers, les différentes zones de stockage. Et pareil pour la partie metadata, où on aura l'aspect déclaratif de notre pipeline de données. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve des déclarations de l'environnement. Donc là, par exemple, on a donc des déclarations de connexion. Donc, on peut, par exemple, écrire en file system, se connecter en JDBC, écrire sur BigQuery. On peut avoir des environnements bien spécifiques où on doit surcharger certains éléments. Typiquement ici, on a l'environnement BigQ, donc on va choisir la connexion BigQuery pour tout le monde, par exemple. Et pareil, pour DuckDB, on va choisir la connexion DuckDB. On a pour le reste, on a des dossiers external, extract, load, mapping et transform. Et donc là, on reconnaît bien toutes les phases de data pipeline. On a quelques types qui sont déjà préchargés, typiquement les types par défaut, où on n'a pas à s'en soucier, il suffit juste après de les référencier, mais aussi la possibilité de rajouter des types un peu custom, où là on peut carrément avoir un type email et on a la validation qui vient avec par rapport à la regex. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus qu'un. Hein. Donc on va passer à l'étape suivante. Oui, donc il faut effacer des trucs. Voilà. Et hop. Donc, on va effacer tout ça. Et avoir. OK. Donc, on a fait notre bootstrap. Et là, pour les besoins de la démo, donc, on va définir une extraction à partir d'une base DuckDB. Parce que c'est le plus facile à faire. Donc, on va extraire la table order. Voilà. Là, bien sûr, on a pas mal d'options. On peut définir une requête custom, faire une extraction par partition, se limiter à la table ou à toutes les entités d'un schéma, changer le séparateur, etc. Donc là, notre base est là. On va faire un extract. Et donc là, on a un fichier YAML et on va extraire la donnée à partir de DuckDB. Donc là, on vient d'extraire la table qui arrive directement dans Incoming et on a notre table order. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a du point-virgule par défaut. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de partir sur du CSV classique.
Voilà. Et on refait notre truc. Donc là, on vient de faire une deuxième extraction, un peu plus différente, avec des points-virgules. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc là, on voit bien que pour l'instant, on fait que on déclare ce qu'on veut avoir. Typiquement, ici, si on revient sur la partie extraction, on peut lui dire, on va extraire toutes les tables. Donc, il suffit par convention, de mettre un petit étoile et on va donc extraire. Donc là, on voit bien la commande. La commande, elle est simple. Star Lake, extract data. On pointe vers la config et l'output dire. Et c'est parti. Et donc là, notre incoming, on a la table order line, la table product. Tout est bien. D'ailleurs, on peut vérifier au niveau de docdb. Hop. Donc, on voit bien toutes les tables qui sont dans DocDB. Et là, il y a une table un peu spéciale qui est le SLA Export. Comme on l'a dit, out of the box, on a toute la partie observabilité. Et du coup, on peut voir, par exemple, côté source, là où on va extraire, on peut leur donner des informations sur ce qui a été fait. Typiquement, ici, on voit bien qu'on a extrait product, on a extrait order line, ça a pris tant de secondes, etc. C'est un extract full, etc., etc. Donc ça, c'est la partie, donc là, on a terminé la partie extract. On peut passer, du coup, une fois qu'on a extrait nos données, on peut passer à la partie, donc, à la partie load. Voilà. Donc là, pareil. Il va me dire que, non, c'est bon, ça c'était, hop, une fois qu'on a le load, donc là, on a un petit script qui permet de générer de la donnée. On va dire que là, on va recevoir de la data. Donc ça, c'est celui de tout à l'heure. On n'a pas besoin. Donc, on va exécuter notre script. Hop, pour générer de la donnée qui va arriver. Voilà, la source. On a utilisé l'extract pour générer tout ça. Mais bien sûr, l'idée, c'est de décrire, de déclarer ce qu'on va charger dans notre data warehouse. Donc, en mode ELT. Donc, comment on va charger tout ça? Il faudra qu'on déclare au niveau du dossier load, pareil, tout ce qui vient d'arriver au niveau de l'incoming. Pour ça, on a un petit outil qui est assez sympa, qui permet d'inférer le schéma à partir d'un sample de fichiers. Typiquement, par exemple, ici, on va inférer la table customer. Donc, on va pointer vers le fichier, hop. Donc là, ce qu'on va avoir, pareil, par convention, ça va le mettre au niveau du dossier qu'il faut. Voilà, donc on a le customer avec le sample. Donc, on a un fichier, une table customer. Donc, on va charger tous les patterns suivants. On a les attributs. Donc, bien sûr, ça, c'est inféré, mais on peut le changer. Typiquement, pour l'email, vu qu'on a le type email, on peut dire que c'est un email. Comme ça, si ce n'est pas un email bien formaté, il sera rejeté. La join date, etc. C'est un format DSV, le séparateur, et on va le charger en write strategy append. Pareil, on peut continuer sur les autres. Donc là, sur le customer, on peut inférer order, on peut inférer product, et on peut inférer ingrédient. Là, les données qu'on va charger, donc on n'a pas eu de mal à déjà, donc l'outil, il nous aide beaucoup pour déjà nous préparer à charger. Donc là, on a pour les customers, on a notre YAML déclaratif. Pour les ingrédients, pareil.
Pour les orders, alors les orders, on ne l'a pas vu, mais c'est un fichier JSON avec donc des objets imbriqués. Donc là, on a un tableau d'objets. Et les produits, c'est des JSON multilignes. Donc pareil, comme on l'a vu, ça a été pris en charge sans aucune difficulté. Pour les orders, donc on a, alors je l'ai loupé, mais c'est, alors oui, il est où le, voilà, product. Donc on a une structure de type array, et dedans, on a les attributs des objets. Pareil ici pour product. Donc, on a une structure et dedans, on a une structure qui se répète. Voilà. Donc, ça nous a vachement aidé. On a le format qui est bien, l'array stratégie. Bien sûr, l'idée, il y a plein de choses par défaut. Selon les besoins métiers, on va devoir quand même apporter des modifications à ces fichiers. Hein. C'est rare dans la vraie vie où on reste sur des fichiers comme ça. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par déjà voir si ces fichiers-là peuvent... donc, on fait un import. Hop. Alors, l'import, c'est quoi? C'est... Ah, je pense que j'ai raté un... Voilà, donc ici, pareil, ça a été généré, donc, mais nos fichiers ne sont pas exactement dans cette partie-là. Donc, on va aller dans la step 2. Hop. Allez, c'est bien de préparer des choses. Et bon. Load, checkout. Ah oui, il faut cleaner tout ça. Donc ça, donc, on va le supprimer. Et voilà. Et donc là, on a fait nos modifications selon... Alors, donc du coup, pourquoi ici, c'est pas celui-là. Hop, voilà. Ah oui. Donc, on a fait nos modifications. Nos modifications. Donc, on va prendre donc, la première journée. Ici, il me semble que... Voilà, donc là, c'est un séparateur par défaut par point virgule, mais on voit bien qu'il peut être surchargé au niveau des définitions des autres tables, typiquement ici. Donc, on va faire un override d'une global config et on a changé l'array stratégie selon les besoins du client. On peut définir des primary keys, on peut définir des foreign keys, ça peut être sympa après pour les transformations. Et donc là, on va accélérer et on va faire un import. Est-ce qu'on a déjà tous nos données? Ils sont ici, pareil. Allez. Donc là, normalement, puisqu'on pointe vers D1, voilà, les données sont pris d'incoming et mis dans la zone staging. Et c'est là où on peut faire le load, sous-entendu, prendre les fichiers qui sont prêts à être chargés, faire une validation au chargement. Il y a même la possibilité de faire, on le verra après, des transformations en chargement, mais en tout cas, typiquement le type sémantique qu'on a mis tout à l'heure, email, il va être vérifié à cette partie-là. Donc là, hop, on va faire un load sur l'environnement par défaut, et notre environnement par défaut, c'est un Spark local. Donc là, on est en train d'importer la totalité des fichiers, et normalement, on va avoir un petit Spark Data Warehouse, et avec donc
une table Customers. Alors, du coup, est-ce que il y a eu Partition Value? Oh, il y a un petit, peut-être que j'ai oublié une déclaration à ce niveau-là. En tout cas, l'idée, voilà, on est en mode Spark, mais on peut aussi charger directement dans un autre environnement. Par exemple, hop, allez, on part vers un checkout. Voilà, hop là. Donc là, on retrouve nos fichiers et donc on arrive sur donc le load. Et là, on veut charger directement dans BigQuery. Donc pour cela, on va essayer de s'authentifier, être sûr qu'on est authentifié à BigQuery. Hop. Voilà, hop, on se connecte. Puisque notre configuration, c'est un auth default, application default. Et on se met sur Star Lake Demo, c'est bien. Et là, comment on sélectionne un nouvel environnement? Alors là, c'est BigQuery qu'on va sélectionner, mais ça aurait pu être la même mécanique pour Dev, UAT ou Prod. Hein. Donc là, on a des environnements, par convention, tout ce qui est avant la définition du schéma, donc c'est l'environnement. Donc typiquement, ici, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est très petit, mais bon, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être switcher comme ça. Voilà, donc là, on va sélectionner notre environnement BigQuery. Pour rappel, environnement BigQuery, ici. Donc, il va utiliser la connexion BigQuery. La connexion BigQuery, elle est définie de cette manière-là. Donc, c'est, on va taper sur Europe West 1 en application default sur le scope Cloud Platform. Voilà. Et c'est parti. Essayez de charger tout ça dans BigQuery. Bien sûr, il faut avoir des fichiers dans Incoming, et chose que je n'ai pas faite. Donc, ça tombe bien, tout ce qu'on traite est dans Archive. Donc, on peut répéter le chargement. Par exemple, s'il y a un souci, mais là, c'est pour des convenances de démo. Donc, on remet tout ça dans Incoming. On fait notre import. Et on va faire le load directement dans BigQuery. Et donc là, alors c'est très rapide, mais là, on est en train de charger, on est en train de faire notre load dans notre data warehouse préféré. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, on manipule que des fichiers déclaratifs. On n'a pas fait plus que du ML, donc par rapport à la promesse et à la vision qu'on avait, on a essayé de s'y caler au maximum. Là, il écrit dans les tables d'audit. Et d'habitude, c'est plus rapide, mais bon. On va peut-être aller voir sur BigQuery, qu'est-ce qui se passe. Hop, donc on a dans notre, on a nos tables, voilà. Et surtout, si on va voir dans notre table d'audit, hop, order by timestamp desk, hop là. Et donc, on a bien à 20h08, donc je pense que c'est... Normalement, je suis le seul à taper sur Star Lake Demo. Donc, on voit bien nos jobs de load
qui donc ont les job ID, le domaine, le schéma. En termes d'audit, on a si ça s'est bien passé, si le nombre de lignes, combien ça a duré, l'étape, donc c'était bien un load, etc. Donc là, on est bon. Donc là, on vient de charger dans BigQuery et c'est plutôt cool. OK. On passe à l'étape 4 du load. Est-ce qu'on doit voir aussi? Hop. Alors. Ici. On va charger un nouveau fichier. Load. On va venir ici. Allez, on va charger le 3e jour. C'est parti. Ah oui, on n'a pas fait d'import. Mais bon, l'idée c'est pareil. L'idée c'est qu'on vient tout ça, il faut s'imaginer couplé à une CI/CD qui déploie en fonction de ce qu'on veut faire, en surchargeant avec des variables, etc. Maintenant qu'on a nos données dans BigQuery, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attaquer le transform. Alors, donc du coup, step 3, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des transforms? Hop, on va écrire, on va se concentrer, comme on l'a dit, au niveau de la première présentation, introduction, on va se concentrer sur l'essentiel. Quand on a nos tables brutes, on va se concentrer sur nos requêtes SQL, ni plus ni moins. Donc là, on va hop, se concentrer sur notre transform. Et donc, on a besoin de établir des KPI, des requêtes un peu plus élaborées d'agrégation et de consolidation de données sur l'étape de customer et l'étape de produit afin d'identifier, par exemple, les clients qui dépensent le plus, etc. Quand on rentre, pareil, donc on peut choisir notre stratégie. Ok. Donc là, juste pour vous montrer qu'on a la validation des YAML, puisque on a publié le schéma des YAML en JSON schéma, qu'on peut rajouter au niveau de notre IDE, que ce soit sur VS Code ou sur IntelliJ. Bon, là, je suis sur IntelliJ, mais ça veut dire que tout est déclaré avec la validation syntaxique, la complétion, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On peut faire des requêtes plutôt simples. Ici, par exemple, faire les 3 clients qui dépensent le plus. Pareil pour les produits. Il y a pas mal de requêtes qu'on peut écrire. Alors ici, je ne sais pas s'il faut remarquer, il y a une petite variable pour des cas très particuliers, comme par exemple ici, où on a des nested, que ce soit des objets dans des tableaux ou des objets imbriqués, comme on a vu tout à l'heure, on a un tableau de produits, ou même pour orders, etc. Donc, l'idée, c'est par exemple, en fonction de la destination, donc de notre data warehouse, d'adapter nos requêtes. Typiquement, si on écrit sur en local ou dans un data warehouse Spark, qu'on écrit du parquet et qu'on attaque un Metastore, on va utiliser lateral view explode afin de unnester les produits. Par contre, sur BigQuery, ça sera un cross-join unnest. Et là, en fonction de l'environnement, on a notre requête qui va s'adapter. Donc, en gros, on peut variabiliser les différences sur certains cas particuliers. Mais pour le reste, on se concentre sur notre requête SQL.
Donc, si on revient ici, hop. Donc, alors, on s'assure que nos datasets soient créés. Cette partie-là, généralement, on l'a fait généralement avec du Terraform. Les datasets sont créés et puis donc là, pour partir sur de bonnes bases, on va les supprimer. Hop. Les products aussi. Donc, on a notre automatisation qui a provisionné les datasets dans lesquels on va écrire nos transformations. Hop. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est ça, mais refresh. OK, donc on a des datasets vides. Ça tombe bien. On va se mettre sur du BigQuery et on va, pour une première étape, essayer de faire tout ça dans l'ordre. Parce que au niveau du... donc là, ça tape sur Customers. Après, donc on a ici Customers Lifetime, donc High Value Customers qui tape sur Customers Lifetime Value, etc. etc. Donc, on va dire que dans un premier temps, on va partir dans le bon ordre afin de ne pas se trouver avec des table not found, exception ou quoi d'autre. Donc, on va faire notre première transformation. C'est bien, ça écrit dans les tables d'audit, on a notre requête SQL et du coup, on peut du coup jouer notre transformation high value customers. Mais bon, on est bien d'accord que ça rend la chose un peu fastidieuse parce qu'on doit retenir l'ordre, etc., etc. Surtout que, comme on l'a dit, l'idée, c'est de n'écrire que de l'SQL et pas rajouter un nouveau langage où on doit mettre des références ou définir un modèle qui permet à l'outil de l'aider à inférer l'arbre de dépendance. Donc là, si je fais un refresh content, donc on a notre customer lifetime value euh, qui vient d'être créé, voilà. Donc, et les high value customers qui viennent d'être créés, pareil, ici. Donc on a nos trois Kathleen, James et Oscar qui consomment, qui dépensent le plus. Là où ça va être fatigant, c'est pour la partie product. Pour arriver à top selling profitable products, il faudra s'assurer que de notre CI, on exécute ça dans l'ordre. Heureusement, vous en doutez bien, l'idée, c'est de ne pas faire ça, mais d'exécuter d'une manière récursive la dernière transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil, comme on l'a dit tout à l'heure, a donc un transpiler qui permet de parcourir toutes les requêtes chargées et donc de déduire automatiquement l'arbre de dépendance. Donc là, par exemple, si on va vers la dernière et qu'on fait notre moins récursif, on va arriver au même résultat qu'on a fait séquentiellement sur deux requêtes de transformation. Donc là, hop, on est en override, ça va écraser. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est l'arbre de dépendance qui a été détecté par l'outil. Voilà. Donc là, il a, en fonction de la récursivité, il a dit, attends, il y a high value customers qui select de customers lifetime value, qui lui select de customers et de orders. OK. Donc l'ordre, il est. Donc je vais commencer par customers lifetime value, puis high value customers. Là où c'est un peu plus visible, c'est pour la partie products, où là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 tables. Donc là, on va essayer de le choper parce que ça va aller très vite. Et voilà. Donc là, on voit bien que Star Lake, il s'en est sorti très très bien sur
uniquement les requêtes SQL qu'on a écrites. Et je vous rappelle, on a écrit que de l'SQL. On n'a pas écrit autre chose que de l'SQL. Donc, il a bien déduit l'arbre de dépendance et en fonction de ça, il a défini son plan d'action d'exécution des transforms. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il va exécuter celle-là, puis celle-là, etc., jusqu'à arriver vers la. Là, si on va dans Product, hop, on a notre top selling. Alors, c'était le dernier, top selling profitable products. Voilà, c'est des baguettes croissants. Et alors, je ne sais pas comment le prononcer celui-là, mais en tout cas, l'exécution des transforms s'est faite sans se soucier. Donc nous, en tout cas, d'un point de vue, que ce soit si on doit faire une automatisation, même au niveau de la CI/CD ou même au niveau de nos devs pour tester, ben, on écrit nos requêtes SQL et après, on n'a pas à se soucier si on a mis les bonnes références ou pas. Voilà, donc là, je pense qu'on a abordé pas mal de choses au niveau de la transformation. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On peut, au niveau des transformations, faire des expectations. Alors, les expectations, on a deux mécanismes au niveau de Star Lake. On peut faire des tests sur les données chargées dans le data warehouse. Typiquement, ici, par exemple, on peut utiliser des macros du style isCallValue is not unique et il ne faut pas qu'il y en ait une qui est donc qui soit double, quoi, par exemple. Bien sûr, il y a pas mal d'expectations faites, mais il y a aussi la possibilité d'exécuter des tests unitaires. Alors, donc, je vais passer quand même sur la génération des DAG parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, step 3, step 4. Hop, orchestration. Et ben, c'est parti. Donc, une fois qu'on a fait notre transformation, bah, il faudrait qu'on ait ça d'une manière schedulée ou à la demande, tout dépend des besoins. Donc là, on va commencer par Daxter. Je ne sais pas si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire après si vous êtes plus Daxter ou Airflow. Donc on va installer Daxter. Hop, c'est parti. Donc, normalement, c'est installé. On a des librairies, donc des helpers facilitateurs dans les environnements qu'on adresse. Typiquement ici, par exemple, on va installer la librairie Star Lake Daxter qui va nous faciliter le déploiement des DAG au niveau de cet orchestrateur. Et donc là, on va définir ici au niveau des DAG ref par défaut qui doivent être utilisés pour tous les DAG générés. Donc on va donc pour les loads donc utiliser le Dagster load shell et pour transform le Dagster transform shell qui sont des DAG, des références de DAG, donc des templates qui ont été adaptés pour la démo pour exécuter en shell. Et donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à, donc là, ça va utiliser le template. Donc, on a factorisé, généralisé ce que va être un DAG au niveau de Daxter. Bien sûr, ce qu'il faut voir à l'idée ici, voilà, c'est que c'est du J2, ça veut dire que on peut faire notre propre cartouche pour attaquer un troisième orchestrateur. Flight, par exemple. Je ne sais pas. Donc, on peut rajouter, si le besoin y est, un orchestrateur pour faire du flight, moyennant le code qu'il faut. Et donc, on va dire à cet orchestrateur, exécute-toi sur BQ pour le cas qui nous intéresse. Alors, oui, c'est parce que j'ai mis version 1.
Et donc là, donc, au niveau du transform, pareil. Au niveau du config, donc ça va pareil, etc. Donc, on va lancer notre génération de DAG. Donc, on a une commande Star Lake qui s'appelle DAG Generate. Je pense que voilà, elle fait le job comme comme son nom l'indique. Et donc là, normalement, ici, hop, on a des DAG générés que notre CI va s'empresser de déployer dans notre orchestrateur. Typiquement, ici, on a voilà, du code Python qui a été généré en fonction. Alors, je ne vais pas parcourir tout le code Python, mais tout l'intérêt de la génération, c'est du coup de ne pas s'en soucier, de se dire qu'on a un code généré robuste et qui permet de faire à la fois le chargement dans notre data warehouse et le transform. Donc, et donc, une fois qu'on a fait ça, si je reviens sur, parce qu'il ne faut pas perdre le fil de la démo, on va démarrer Daxter. Ouais. En lui disant, charge-moi le Daxter All Load et le Daxter All Tasks. Voilà. Et c'est parti. Welcome to Daxter. Copie URL. Allez, on va voir. Pas maintenant. Pas maintenant, toi aussi. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, ils sont où les jobs? Voilà, on a Daxter All Load et Daxter All Tasks. Et donc, on a, si on explore, donc on a, donc on voit bien que l'arbre de dépendance qui a été donc détecté peut aussi nous servir à mieux séquencer nos ordonnancements. Bon, là, pour le load, on peut charger en parallèle, mais si on va dans les tasks, on peut avoir l'arbre de dépendance lié entre le customer, les ordres, les products, etc. Et donc, on va faire nos transformations, le chargement de la manière comme il le faut, sans qu'il y en a une qui s'exécute avant l'autre. Par exemple, si on va faire le load ici, alors du coup, il faudra que je remette des données à charger, leur donner des données à manger. Donc là, il y a du day2 dans incoming. Je vais charger day2. Hein, hop là. Est-ce qu'il est load? Allez, je vais charger day2. Hop. Une fois que nos données ont arrivé dans notre zone 2. Alors, il l'a fait ou pas? Il a fait. Ah, il a fait D3. Je ne l'ai pas modifié. Ah, ok. Et donc là, normalement, je lui ai dit de charger. Allez, je vais lui dire D3. Hop là. Zero found file. Ah oui. C'est parce que ici. Ah, c'est extract. Ah, c'est bon. Il a trouvé. Là, on a bien dans Stage, voilà, les fichiers à charger. On va essayer cette fois-ci de le faire à partir de Daxter, quoi. Et j'ai le petit, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, il m'énerve. Le truc de, je sais pas, on peut pas le. Bon. Et donc là, on est en train de charger en parallèle nos fichiers dans BigQuery.
Et voilà, c'est terminé. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on vient de charger avec Daxter tout ce qu'on a fait tout à l'heure, et en plus, on n'a pas écrit du Daxter. Donc ça, c'est, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça facilite la vie. Et pareil, pour la partie task où il y a l'arbre de dépendance qui a été créé, bon, on va faire la même chose. Allez, hop, et on va lancer les transformations. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, je ne sais pas si vous êtes familier avec Daxter, et ceux qui sont familiers avec Airflow, bah, ça leur semble, enfin, c'est un peu plus dynamique, un peu plus punchy, mais c'est la même chose, hein. Enfin, franchement, ça fait le taf aussi, et on voit bien donc l'arbre de dépendance qui est donc les tables sont transformées dans l'ordre jusqu'à arriver à Product Stop Selling, et tout ça va dans BigQuery, hein. Si on va donc dans notre table audit, alors, il est où là le truc? Hop. Donc là, on voit bien qu'on est en train de faire des job ID type transformation. Daxter, c'est la vie, ouais, hein, il y a des fans dans l'assistance. Donc voilà, le 20h30, bah, c'est nous. C'est du transform, tout s'est bien passé. Bah, nickel. Voilà. Donc là, on revient dans notre démo. Alors, qu'est-ce qui reste? Bon, bah, les fans d'Airflow, on ne va pas vous laisser comme ça, hein. Donc, on va essayer de faire de l'Airflow. Alors, l'Airflow, il est un peu plus capricieux. Ouais, ça existe encore, Airflow. Alors, franchement, Airflow, c'est du solide, hein. Mais c'est juste que c'est un peu plus capricieux. Des fois, ça. Mais bon. Donc, je vais mettre ça là. Alors, pour Airflow, par contre, il faut s'assurer qu'on a tout installé. D'ailleurs, je pense que tout ça, je l'ai fait et j'ai mon Airflow qui marche. Donc, pour éviter de me prendre un imprévu, le scheduler IO Observer est bien démarré. Et par contre, on va s'assurer qu'on a changé de DAGref. C'est-à-dire que là, au niveau d'application.sl, on a encore du Daxter. Nous, on veut que ça soit de l'Airflow. On veut que ça soit de l'Airflow, et donc ça, c'est les versions. Et ici, donc l'Airflow, on veut que ça soit de l'Airflow comme il faut, c'est-à-dire, attendez, hop là. Voilà, c'est-à-dire que pour les transformations, et ça c'est très important, par exemple pour le load, on peut tout charger en même temps, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les transformations, on va essayer de générer un point pi par domaine et table. Comme ça, on peut voir les dépendances au niveau d'Airflow, surtout qu'on a accès dans la dernière version d'Airflow au data aware scheduling. C'est-à-dire que si je me mets ici, où est-ce que non, pas ici, excusez-moi, je ne trouve pas le data aware scheduling, il est où? Ah non, c'est pas ici, c'est au niveau des DAGref. Excusez-moi, je m'en suis emmêlé les pinceaux. Ça veut dire que là, au niveau du transform, je ne vais pas charger toutes les dépendances dans un même DAG, mais je vais faire en sorte que donc, que le Airflow puisse gérer le scheduling en fonction de si un dataset est prêt ou pas. Bon, allez, j'arrête de parler. De toute façon, il y a aussi. Donc, je génère mes Daggerflow et j'importe quelques données pour leur donner à manger. Donc là,
Ce que j'ai fait faire, c'est... Je vais prendre le D4. Il n'a pas été encore touché. Et c'est parti. Donc là, normalement, notre... Hop là. Voilà. Et là, je vais aller voir du côté d'Airflow, localhost 8080. Hop là. Non, c'est pas route, monsieur. Hop là. Voilà. Et donc là, on va essayer de filtrer par Starlake. Ah bah oui, forcément. Il faut que le scheduler passe par là et charge les DAG. Non, je vous ai dit, hein, Airflow, il est un peu capricieux. Alors, donc là, no matching DAG. Pourtant, on a bien, alors ça, all tables, et on a tous nos DAG. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, on a bien, comme on l'a dit au niveau des DAG-ref, que ici, on a Customer's Lifetime Value, et pour chaque transformation, on a un DAG. Et si on rentre bien dans le détail, on voit bien que donc on a des dépendances. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent avec les data-aware scheduling. Donc, on a bien les déclarations des dépendances pour cette transformation-là. On va voir, normalement, là. Allez, Starlake. Et ben voilà. Donc là, normalement, on a ici un scheduling de type, par exemple, si on voit ici, on a un schedule dataset. Ça veut dire que ça ne va pas s'exécuter tous les jours à minuit, ça va s'exécuter si les dépendances se sont bien exécutées. Donc, typiquement, ici, le customer et les orders, etc. Pareil pour le reste, que ce soit, par exemple, au niveau du product, il faut que le top selling, donc cette transformation et cette transformation s'exécutent bien. Donc, du coup, normalement, si tout se passe bien et qu'on lance notre chargement, voilà, et et qu'on revient sur la vue de DAG, on va petit à petit voir tout le processus s'enclencher, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une table ici qui sera chargée, la dépendance, par exemple ici, on customers, customer life value, ça veut dire que si customer s'est chargé, celui-là, il va démarrer, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on en a sur deux ici. Donc, il va attendre la deuxième, et on va voir pour le reste. Hop là. Bon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Bon, effet démo. Ah, normalement, là, ça devrait... Ah, tiens. Alors, là, c'est Airflow et sur mon poste. Hein, donc, c'est pas... donc, ça arrive petit à petit. Voilà. Donc là, dataset, ça arrive. C'est en train de démarrer. Et je pense que le reste... voilà. Là, ça arrive. Tac, tac, running, running. Et petit à petit, toutes les transformations vont s'exécuter. Pour rappel, on a écrit que de l'SQL. C'est-à-dire qu'en fonction de nos 7 transformations, où c'est uniquement un select, on a le chargement, on a la transformation et les DAG qui permettent de gérer ça avec une fraîcheur de données aux petits oignons. Bon, je ne sais pas si on a encore 5 minutes, Maz? Ouais, je pense que tu peux prendre 5 Ouais, minutes. ouais, du coup, bon, comme on l'a dit, la promesse c'était d'avoir un outil efficace, vraiment qui nous aide, c'est-à-dire qui ne nous ralentit pas et
donc, et qui est compatible automatisation, DevOps, DataOps, etc. Donc, voilà, tout s'est bien passé ici. Pareil, si on va voir ici, donc on va voir nos traitements qui viennent de passer. Maintenant, quid de l'UI, parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais il faut qu'on puisse parler avec des gens pour qui le YAML et le SQL, bah, ça reste du code très avancé. Et donc, du coup, on est en train de mettre en place le pendant de tout ce qu'on a vu en UI. Ça veut dire que là, par exemple, tout ce qu'on a vu, on a tout ce qui est au niveau des tableaux d'audit, bah, déjà, on va dire que c'est des dashboards imbriqués qui sont disponibles pour un projet de Star Lake. On peut avoir nos loads, pareil, combien il y a d'ingestion en cours, de nombre de lignes ingérées, le succès et les failures. Pour chaque table, donc là, on a notre domaine, donc ici, et hop, on peut voir donc déjà, le lineage, et le lineage colonne. C'est-à-dire qu'on voit bien que... non, ce n'est pas le lineage, excusez-moi. Donc là, c'est tout ce qu'on a déclaré en termes de primary key et foreign key, qui sont déjà... Donc, en gros, tout ce qu'on vient de voir, là, c'est une présentation de tout ce qu'on vient de voir. Parce que si on va dans le raw mode, on revient sur quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu au niveau de la démo. Mais c'est vrai que parler avec quelqu'un en lui disant voilà, le customer, c'est ça, et en plus, on a un mode dual run, c'est-à-dire qu'on peut faire nos requêtes alors que les tables ne sont pas encore créées ni chargées, mais juste, vu qu'on a les requêtes, on peut les tester et les valider. Typiquement, ici, on est sur un DuckDB et on a nos requêtes, donc on a nos summaries, etc., les stats. Et pour le reste, c'est tout ce qu'on a vu. C'est notre fichier ML affiché de cette manière-là. On a notre sample data, on a les formats, on a les attributs, l'array stratégique qu'on peut changer ou modifier, le scheduling. Donc là, si on veut, pareil pour la freshness, qui a accès à quoi, comment, et nos tests. Alors oui, effectivement, on peut faire nos tests. On ne l'a pas vu sur la démo, je les ai sautés, mais pareil. Donc là, on peut faire un test sur un sample de données où on lui dit, sur une expectation, on se concentre uniquement sur la partie métier. On lui dit, par exemple, count equal as count d'un fichier qu'on reçoit, il faut qu'il soit égal à 50. Donc là, c'est l'expected result. L'expected result, il est en mode CSV. Et donc là, si par exemple, on l'exécute, et ben, il va nous dire que c'est fail. Pourquoi? Parce que non, je lui ai donné un fichier de 500 lignes et je lui dis normalement, il doit y avoir 50. Donc, il y a un problème. Et on peut explorer la data, voir effectivement, il n'y a pas 50. Peut-être que je me suis trompé au niveau des tests. La meilleure manière de corriger le test, c'est de se plier à l'expectation. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, on va exécuter notre test. Alors, le test, il s'est exécuté sur la table DuckDB. Là où, donc, écrire un test sous Star Lake, ça veut dire que... alors, est-ce qu'il l'a chargé? Non, c'est moi. Au niveau de la table, alors je ne la trouve pas, mais peut-être que c'est parce que... Oui, il faut la recharger. Non, je ne la vois pas. Normalement, je devrais avoir la table des tests ici. Peut-être je commence à fatiguer, mais bon, c'est pas grave. Et donc, on peut donc là choisir donc là où on doit écrire notre requête. Alors, ça aurait été intéressant de le voir au niveau de la transformation, parce que on va voir les requêtes transpilées. Donc, au niveau de la transformation,
Là, par exemple, si on prend cette transformation-là, on voit bien que au niveau du DuckDB, hop, ah oui, la table n'est pas créée. J'aurais dû lancer le load avant. Mais l'idée, c'est de voir que en fonction de la stratégie, si on se concentre uniquement sur la requête SQL, Starlake s'occupe de faire ce qu'il faut après dans le cas où la table n'existe pas, dans le cas où la table existe. Et on voit bien ici qu'il y a un truncate si table existe. Ça veut dire que a priori, notre stratégie, c'est de l'overwrite. Effectivement, ça ne rate pas. Si on se dit que, par exemple, c'est de la pend et que juste pour voir ce que ça donne, bah, ça sera soit un create table, soit un insert. Si, donc on a pas mal de stratégies qui sont implémentées dans Starlake. Par exemple, si on prend le observed by key, voilà, il faut par contre donner une clé. Il me semble que là, on est sur donc order ID. Voilà. Allez, hop, order ID. La requête transpilée de BigQuery vers DuckDB va être différente. Et là, on va être sur quelque chose d'un peu plus touchy. Et c'est là la puissance de Starlake. En fait, du coup, on ne pense plus à ça. C'est-à-dire que nous, on se concentre maintenant sur la valeur métier et sur le delivery. Et en choisissant le right stratégie, Starlake, bah, elle va créer une temporary view si la table existe, faire un delete where existe et faire un insert après. Si jamais c'est comment dire, alors si je allez SC2, non, ça va être trop galère maintenant, on n'a plus le temps. Mais voilà. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Discard change. Les tests, on les a vus. Ce qui va arriver bientôt, c'est que là, on va voir, pareil, c'est nos références qu'on a vues pour les DAG. Les DAG générés, on peut les voir et on aura un bouton ici qui sera de déployer les DAG dans la configuration de la plateforme d'orchestration de notre choix. Typiquement, ce qu'on a vu, Airflow ou Dagster. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Ah oui, on n'a pas vu le lineage des transforms. Ça peut être sympa aussi. Par exemple, alors, est-ce que ici, on a un lineage des transforms qu'on peut voir? Et voilà. Donc là, c'est sympa aussi d'avoir ça. C'est-à-dire que là, on voit bien notre transform ou product summary, elle prend 2 colonnes d'ici, 2 colonnes de là, et je ne sais pas pourquoi elle n'utilise pas orderline, je pense que c'est un petit bug. Si on allez, revenu summary, le petit lineage, voilà. Là, je pense qu'il y a une foreign key qui a son. Ah, celui-là, il est pas mal. Voilà. Donc là, on voit bien que on a les vues, on a tout ça qui vient ici, l'autre qui vient là, et on a notre lineage de colonnes. Et ça, c'est plutôt sympa, notamment dans les phases de dev, mais aussi pour expliquer aux business analysts qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Des questions? Alors, il y a eu quelques questions dans le chat. Ouais, j'ai pas regardé. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je pense que c'est bien de les poser aussi à la fin. Ouais. Donc, Thomas, tu avais quelques questions. Du coup, je te laisse la parole. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Oui, Thomas, vas-y. Yes. Déjà, j'ai vu que tu utilisais sur ta UI, tu utilisais DuckDB. Je me demandais s'il tournait en server-side ou est-ce qu'il est front-side? Parce que les deux sont possibles. Alors, du coup, là, le DuckDB, il est chargé pour les requêtes, que ce soit pour les tests et pour les requêtes avant de charger ou d'écrire dans le data warehouse cible. C'est-à-dire que on est sur
en mode embedded, hein, il n'est pas exposé. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Il est embedded dans ta UI du navigateur, là, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et multi-tenant, ça veut dire que pour chaque projet, tu as Une instance. une instance, exactement. Oui, parce que ça aurait pu être, je sais pas, une micro API derrière avec DocDB qui tourne en serveur derrière. Ah oui, Pour ça, c'est ça la question. ça peut être côté serveur aussi, mais ça dépend des cas d'usage. Parce que là, pour les tests, oui, effectivement, c'est côté côté serveur, mais effectivement, c'est pas exposé à la Motherdoc. En tout cas, on est en train de réfléchir à le faire pour pas pour exposer directement l'instance DocDB, mais c'est encore à l'état de projet. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, ce que j'ai montré là, c'est côté serveur, mais c'est adressé via l'UI pour du test ou pour travailler sur les data samples avant d'entamer les chargements et les transformations at scale au niveau du data warehouse. Ok, donc vous avez une sorte de micro API qui récupère les requêtes du front, il exécute sur DocDB qui renvoie les données au front. Voilà, exactement. Les requêtes sont écrites sur le data warehouse cible et le transpilateur le transpile sur DocDB pour l'exécuter et avoir le résultat. Ok, et le transpilateur, justement, ça revient un peu à ce que je dis à la deuxième question. Je ne sais pas si vous utilisez SQL Glot ou un truc similaire pour faire de la transpilation. On n'utilise pas SQL Glot, on utilise notre propre transpilateur que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le GitHub de Star Lake. Alors, on va arriver directement sur le site et ça va être plus facile. Donc, c'est JSQL Transpiler. Voilà, c'est Transpile Dialect Resolve, colonne, show lineage. Et donc, c'est ce qu'on utilise. Il faut savoir, et d'ailleurs, ça a été l'origine de la proposition de cette présentation, sur pas mal de dialectes, sur des data warehouse, on est largement au-dessus de SQL Glot, hein. C'est qui ne supporte pas mal de choses, notamment les requêtes alors j'ai oublié comment ça s'appelle. Géospatial. Ouais, voilà, exactement. Sur pas mal de nested où il est paumé. Et donc, nous, on est presque à du 98%, il me semble, j'ai oublié. Donc, de toute façon, il y a les tests ici. Il y a les tests au niveau du repo. Mais voilà, on est parti sur notre propre transpilateur dans le même écosystème. Il faut savoir que Star Lake est écrit en Scala. Là, c'est du JSQL Transpiler, donc c'est du Java. On reste dans le même écosystème. C'est fortement typé. C'est facile de l'intégrer et de l'utiliser. C'est intéressant. Ouais, ça va être un sacré projet juste de faire ça, hein, j'imagine. Le transpilateur. Hein. Je te l'accorde. Je n'ai pas fait sur ce projet, mais j'avoue que c'est déjà un sacré chantier. J'avoue, ça a l'air stylé. Ouais, ok. Très bien. Je vois des use cases qui me viennent à l'esprit là, juste pour le transpilateur. Hein. Ah bah, c'est cool d'inspirer pas mal de use cases. L'idée de ces sessions de partage. Et Mourad, vous arrivez à quantifier un peu le nombre de users, un peu de personnes ou d'entreprises qui utilisent un peu la librairie? Alors là, on est sur, par exemple, un des plus grands utilisateurs là en ce moment en prod, un grand groupe bancaire français, où on est sur du 150 donc pétas et on a plus de 100 gigas par jour, ça c'est sûr. On est sur 500 DAG en prod qui tournent, qui font appel à du Star Lake et dans des DAG sont générés par Star Lake qui tournent sur Composer Airflow. Il y a aussi une grande enseigne de luxe qui l'utilise, un grand groupe alors je ne sais pas, de monitoring ou de solutions agricoles.
Je ne sais pas si je dois dire les noms ou pas, mais en tout cas, c'est utilisé en prod. Ça fait donc, et il y a aussi d'autres clients, notamment, il me semble qu'il y a un client aux États-Unis qui est en train de l'utiliser. Voilà. Donc, c'est utilisé en prod. En tout cas, ça tourne en prod depuis, je pense, facile 2-3 ans, enfin, pour être précis, on va dire minimum 2 ans. Ok. Ok, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres J'avais une questions? autre question qui était un peu en terrain que j'avais pensé avant ça, c'est le moteur de transformation, c'est forcément Spark. Et vous n'avez pas prévu d'autres plans pour, je sais pas, pour utiliser nos trucs open source ou... J'entends bien que vous voulez pas utiliser un truc très, un warehouse privé parce que le but c'est de faire de l'open source. Ouais. Mais est-ce que ça a vocation à être que Spark comme moteur transform? Parce qu'il y en a d'autres, des trucs open source distribués qui sont pas mal aussi, qui pourraient faire le job. Plus Alors, orienté SQL par exemple, mais là, on est en train de parler de choix, enfin, nous, comme on a dit, quand on a commencé la réflexion, donc déjà, Spark, il était vraiment en ascendance, ouais, c'est-à-dire au qu'il top est du top. au top du top, mais c'est pas de la hype. C'est vraiment donc on a un code écrit en Scala qui est fortement typé et on a une performance, une maturité atteinte par Spark. Et à chaque fois qu'on se dit qu'on va réécrire ou est-ce que ça vaudrait le coup d'aller sur du Python, faire de l'équivalent de Polar ou quoi que ce soit, on trouve que ça vaut pas la peine parce que on a à la fois le mode local de Spark où on peut d'ailleurs en prod chez le fameux groupe bancaire, ça tourne sur la plupart des jobs de load tournent sur Cloud Run. Et donc, c'est une instance Spark locale qui est chargée et qui vraiment qui dépote, quoi, avec une JVM optimisée qui dépote. Et en même temps, on se laisse la possibilité d'attaquer du dataproc, de faire du shuffling comme il faut pour de grands volumes de données, pour des traitements qui sont lourds. Et donc, comme on l'a dit, l'idée, c'est d'unifier tout le panel d'outils. Et donc là, on a dans notre boîte à outils un moteur d'ingestion qui fait du local, qui tourne sur du Cloud Run, qui peut être déployé sur du Dataproc, sur du Databricks, sur de l'Azure. Voilà quoi, qui ouvre un large panel Excuse-moi, Morad, peut-être que je peux compléter la réponse. Je pense que là, la question elle était sur les transfos. Ouais, Si je peux préciser, Thomas, les transfos ne sont jamais faites en Spark. Elles sont faites dans le moteur du Data Warehouse, c'est-à-dire si tu es sur BigQuery, ce sera BigQuery. Si c'est du Databricks, ce sera du Spark. Et pour l'ingestion, tu as le choix effectivement entre deux modes, soit le mode Spark, soit le mode natif, c'est-à-dire tu peux charger aussi avec le moteur natif du DataWare. Mais ce sera beaucoup plus limité puisque tu ne pourras pas charger, par exemple, de SQL, de XML, par exemple, ou des fichiers de type position avec le moteur natif. Voilà, tu as le choix finalement. Et mais du coup, tu peux faire du Star Lake sans avoir d'instance Spark? Bien sûr, sans avoir zéro instance Spark, oui. C'est ce que je pensais t'expliquer, mais apparemment, je n'étais pas clair. Mais, alors, n'hésitez pas à faire un tour sur la documentation où on explique effectivement les différences entre le mode natif et où là, on utilise le Spark comme moteur de SQL Engine. Et les différences et les limitations, notamment sur les stratégies d'écriture. Voilà. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas abordées. On peut faire de l'export aussi. On peut faire ce qu'on a dit, enfin, on peut faire de l'unitest, on peut faire de l'export Excel. Et Python Transform, ça utilise quoi? C'est juste un script Python qui tourne? Non, on peut, si on récupère un projet et que les transformations sont à migrer ou sont à utiliser tel quel, on prend notre fichier .py et puis on l'intègre, quoi. Ok, ouais, donc c'est du PySpark, quoi.
Voilà, Star Lake et peut charger des transformations en PySpark. Donc ici, donc là, c'est la partie de customisation de DAG. Je pense qu'on en a parlé un peu. Alors, la CLI, il y a pas mal de choses. Donc, tout à l'heure, le SQL transpilé et le SQL final, donc on peut tout ce qu'on a vu sur l'UI, on peut l'avoir par ligne de commande. C'est-à-dire que, alors, je la cherche parce qu'il y en a beaucoup, mais à un moment, tu as un BigQuery. Non, c'est pas de BigQuery Schema, j'ai oublié. Bon, je l'ai paumé, mais la requête BigQuery finale, on peut l'avoir aussi. On peut générer un site de documentation. Oui, on peut faire aussi du streaming, puisque on peut taper sur Kafka. Par exemple, l'utiliser comme ingestion au fil de l'eau. Plutôt non, what is Star Lake? Je pense que c'est plutôt à ce niveau-là. Alors, excuse-moi, Mourad, pour revenir un petit peu à Spark rapidement. Alors, ça, c'est juste dans le natif. Pour votre back-end est géré avec Spark, mais derrière, vous générez les requêtes SQL sur le moteur du data warehouse concerné. On est d'accord? Si par exemple, on choisit du BigQuery et qu'on est en mode natif avec Star Lake, on est d'accord que le code Spark, il va juste vous servir à faire votre back-end. Non, est-ce que tu permets que je prenne la réponse, Mourad, parce que c'est une partie que je connais assez bien. Oui, Mazloum, bonsoir. Effectivement, pour la partie, quand on soumet à Star Lake, on démarre 0 session Spark quand on va exécuter en natif BigQuery les transfos. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Okay. Donc, il n'y a aucune session Spark de démarrer quand tu fais des transfos. Ok. Très bien. Ce qui se passe dans Star Lake, et pour bien comprendre pourquoi on a Spark, c'est qu'on utilise les librairies de l'écosystème Spark pour ne pas avoir de conflit lorsqu'on lance du Spark sur Databricks. Ok. Ça, et pour être encore plus précis, à terme, ça ne sera plus indispensable, puisque tu dois le savoir, il y a Spark Connect qui vient de sortir et qui permet de faire du Spark sans avoir à avoir les librairies Spark. Donc, pour être très clair, il y a 0 session Spark de démarrer quand tu démarres Star Lake et que tu décides de ne pas utiliser Spark en moteur d'ingestion ou que tu cibles un dataware qui n'est pas Databricks. Mais est-ce que je peux cibler Spark comme moteur d'ingestion tout en choisissant BigQuery comme Bien sûr. Ah oui, ben là, évidemment. Et là, tu as la Rolls, effectivement, puisque tu as toute la puissance de Spark pour le load. On en parlait tout à l'heure, les fichiers XML, les fichiers position, toutes les options que tu as dans le JSON et que tu ne retrouves pas dans les outils de base. Ok, je vois. Ici, tu peux... alors, la partie engine, tu peux la choisir que ce soit... je suis dans la transformation, c'est pour ça. En tout cas, tu peux choisir entre ton SQL Engine ou ton engine d'écriture à la fin. Et comme tu dis, tu peux faire du load avec Spark et par exemple, des transformations avec BigQuery en profitant de toute la syntaxe, merge, toute la partie, la syntaxe de remplacement merge, qui d'ailleurs, pour la stratégie SC2, elle s'y prête plutôt bien. D'accord. Mais si j'utilise Spark en moteur d'ingestion avec BigQuery en bout de chaîne, le Star Lake, vous le recommandez dans quel type d'infrastructure, par exemple? Vu que c'est du Spark qui va s'exécuter, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui peut être intéressant là, par rapport à ça? Est-ce que c'est un Cloud Run? Est-ce que c'est autre chose, par exemple? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Thomas. Tout dépend de ce que tu veux faire et de la volumétrie, par exemple. Oui. Pour le chargement, honnêtement, un Cloud Run pour charger, bien sizé, bien sûr, pour charger 1 ou 2 gigas,
voilà, enfin, on lance Spark en mode local et il fait le taf sans pour autant avoir besoin d'un cluster distribué et de Oui, que ce soit. Ouais, Donc, je vois. Je comprends bien que pour ce type d'ingestion, c'est surtout le moteur Data Warehouse qui va apporter la puissance de calcul, quoi. Ouais. OK. et ça, je trouve pas le schéma où il y a Kafka. Mais bon. Non, mais c'est pas. Je pense que ça peut faire l'objet d'une autre présentation, moi, pour la partie temps réel. Là, si tu présentes tout d'un coup. Ça va être très lourd, ouais, effectivement. Ouais. On peut peut-être prendre une dernière question si vous voulez. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Bon. Bon, en tout cas, merci Mourad, c'était très intéressant. Ouais, c'était cool, vraiment sympa. Franchement, donc n'hésitez pas, ça a été un plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de Starlake, starlake.ai. Jeter un coup d'œil sur le GitHub et surtout, voilà, à l'utiliser, à faire des PR. Au contraire, plus on est sur le projet, plus on va avoir de nouvelles idées et plus on va répondre à de nouveaux besoins. Parce que comme on l'a dit depuis le départ, l'idée, c'est d'avoir une boîte à outils qui répond à nos besoins techniques tout en délivrant de la valeur très rapidement et très efficacement et avec de la qualité. Et pas de, quand on en parlait aujourd'hui, Mazloum, sur se retrouver avec un outil qui nous contraint et qui nous impose une manière de réfléchir le code, une manière de réfléchir la base de code, etc. Ouais. Je pense qu'il y a une feature qui peut être intéressante, surtout si vous voulez augmenter le taux d'adoption de l'outil. Ce serait de faire un outil qui soit capable de migrer des transformations de DBT, des projets DBT, sur l'outil. Le DBT aujourd'hui, il est vraiment devenu quasiment standard. Et si jamais vous sortez une feature, une sorte d'adaptateur ou autre, qui est capable d'aller lire les fichiers générés par DBT, les DAG, etc. En plus, dans les fichiers de DBT, il y a tout, il y a le SQL, il y a le lineage, il y a absolument tout. Il y a moyen d'augmenter, je pense, le taux d'ingestion. Par exemple, si tu regardes ce qu'ils ont fait SQL Mesh, Day One, ils ont sorti un outil de compatibilité DBT parce qu'ils se positionnent comme un concurrent, clairement. Mais c'est rétro-compatible avec DBT. C'est intéressant. Alors, déjà, c'est intéressant que tu parles de DBT parce que, par exemple, DBT, il se place plus sur le transform. Nous, comme tu vois, ouais, c'est plus global. Déjà, on n'est pas sur le transform. On fait de l'extract, on fait du load, on fait du transform et on le fait avec toute la bonne pratique. Mais, vu que nous, l'aspect déclaratif, c'est du YAML et l'aspect transformation, c'est de l'SQL, j'ai envie de dire, la migration sur DBT, elle est très simple. On prend un projet DBT, on le compile, on a le SQL final, on prend le SQL, on le met en transformation, on commit, c'est migré. Je veux dire, on n'a pas besoin, surtout pour DBT, à se dire, attends, il y a une ref ici, une ref là, est-ce qu'il a oublié la ref, etc. etc. On se dit que là, ça tourne, ok, donne-moi ton projet, on le compile, ça nous génère le SQL final qui va être exécuté sur notre cible. Le SQL final, comme on l'a vu, nous, c'est du SQL. On n'a pas, et c'est de l'SQL qu'on tire notre lineage, notre dépendance au niveau de l'orchestrateur, etc. Et donc, j'ai envie de dire, vu qu'on ne se positionne pas en plus forcément en tant que concurrent de DBT, je veux dire, la migration, techniquement, il n'y a pas plus que ça. Hein. Bien sûr, il doit y avoir quelques aspects, mais si on a le SQL final, c'est migré. Hein. En fait, je pense alors que le truc, c'est que quand tu migrais tout un projet DBT, c'est plein de fichiers SQL imbriqués les uns dans les autres. C'est pas juste un gros fichier, c'est des dizaines, des centaines, voire des milliers de modèles SQL, du coup de fichiers SQL avec un DAG derrière. Il y a vraiment la notion d'avoir un DAG, etc. Bon, en tout cas, c'est une idée très intéressante, hein, mais tel que ça me vient à chaud comme ça, oui, effectivement, il peut y avoir plein de refs, plein de modèles, etc., etc. Mais ce que fait DBT, alors corrige-moi si je me trompe, parce que je l'ai utilisé très sporadiquement et j'avoue que je ne l'ai pas pratiqué autant que Starlake, mais ça compile à la fin. Ça compile alors.
pour dire un petit peu, je pense que ce que voulait dire Thomas, c'est qu'effectivement, tu peux récupérer le SQL généré, mais DBT, tu as aussi un workflow SQL, tu vois. Si tu pars vraiment sur tes modèles, bah, potentiellement, si tu arrives à migrer tes workflows complets, ça peut être intéressant. L'approche que tu donnes, Mourad, ça permet de prendre tes requêtes générées et de les déplacer dans Star Lake. Mais par exemple, si vraiment tu te dis, j'ai mes modèles DBT avec le workflow complet, les macros compris et tout ce qui s'ensuivent, si tu arrives à migrer pour certains, hein. C'est-à-dire que il y a même des extensions Airflow exprès pour DBT qui te génèrent le DAG basé sur le DAG de Airflow. Il y a un truc qui fait ça, je me rappelle plus le nom. Ah oui, bah en fait, c'est Cosmos qui propose une librairie qui permet de rematérialiser les modèles DBT en tâche Airflow. Mais en fait, il y a beaucoup d'outils qui proposent ce genre de choses. Parce que comme disait Thomas, bon, c'est vrai que on voit que DBT quand même commence à être énormément utilisé chez les clients. Et effectivement, alors, le SQL généré, c'est une façon de ramener tes requêtes dans Star Lake potentiellement. Mais si vraiment tu veux migrer tes workflows complets avec tout l'écosystème que DBT apporte, bon, bah là, effectivement, il faut plus de travail, surtout qu'ils ont l'équivalent des expectations de notre côté, c'est-à-dire que eux, leurs tests, ils les font directement sur la base cible, et c'est à peu près via des macros ou du Jinja, si je me souviens bien, et c'est à peu près notre mécanisme d'expectation, nous, de notre côté, quoi. Donc voilà, rien que pour ça, de migrer leurs tests en expectation de notre côté ou de les convertir en tests unitaires puis en expectation, ça va être un plus là carrément, oui, effectivement. Ouais, effectivement. Bon. En tout cas, merci à tous. Hein. Comme c'est très intéressant, on peut encore rester longtemps en vrai, mais. Ouais, je pense qu'on est tous passionnés ici. Et on peut faire une after si vous voulez. Ouais, on pourra se refaire un point en mode discussion un peu libre, si vous voulez. Comme ça, on pourra en parler de tout ça, quoi. Ouais. Juste pour les expectations, voilà. Les expectations, c'est en gros ce qu'on a vu sur tout à l'heure, on l'a vu brièvement, mais c'est l'équivalent des tests. Alors, c'est pas la même chose, hein, mais c'est l'équivalent des tests faits sur la base par DBT, quoi. On dit clairement, bah voilà. D'ailleurs, avec Star Lake, on peut le faire, on ne l'a pas dit, mais on peut le faire au niveau du load, au niveau du transform. C'est-à-dire qu'on peut le faire au niveau du load carrément, et le load, il peut être rejeté même si les données sont valides, mais parce qu'il n'y a pas la bonne quantité, ou parce qu'il y a des doublons, ou parce que, etc. etc. Donc, et on peut les écrire avec du Jinja. Mais en tout cas, Mourad, pour reparler rapidement de ça, les techniques qu'utilisent un petit peu les autres, c'est de prendre le manifeste de DBT et ensuite, à partir de ça, refaire un peu un graphe côté de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc, si à un moment vous voulez qu'il y ait ce type de contribution et de possibilités côté Star Lake, ça serait jouable. Hein. Franchement, il n'y aurait pas de. Ah bah avec plaisir. Hein. Donc là, pour le coup, à tout le monde d'ailleurs, ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas. Hein. On crée des pull requests, des feature requests ou des idées, on est chaud. Ok. Bon, en tout cas, merci à tous. Hein, et merci encore, Mourad, pour ce talk très intéressant. Je t'en prie. Avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Bon, bah, allez, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.